comme je disais, bienvenue à ce 15e café sur Expertise Territoire, café de la communauté santé-environnement. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on va parler de réseau, de l'expérience pratique du réseau ISE en Île-de-France. Et on a intitulé ce webinaire « Approche systémique inspirante ». Et vous verrez qu'effectivement, l'expérience d'ISE est inspirante et donne plein d'idées pour intervenir mieux en réseau. Et donc, nous aurons deux intervenantes, Célia Colombet, donc du réseau ISE, et Françoise Oeillard, également de l'établissement intercommunal de la métropole du Grand Paris, donc un établissement qui rassemble 13 communes de l'Est parisien et quand même 520 000 habitants. Donc, elles vont intervenir dans 5-10 minutes. Je vais leur laisser la parole. Et donc, pour commencer, comme on parle réseau aujourd'hui, on a déjà parlé de sujets un peu techniques. On a parlé One Health, on a parlé qualité de l'air extérieur, végétalisation, on a parlé alimentation, projet d'alimentation de territoire, alimentation durable. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu outils au service de la santé-environnement. On va parler réseau et sur la communauté expertise territoire, on constitue aussi un réseau et la base du réseau, c'est des êtres humains, des êtres vivants. Donc même si on est en interaction via un outil numérique, derrière, c'est des êtres humains. Donc je voulais aujourd'hui commencer en proposant à 2-3 personnes d'entre vous, je ne sais pas si on aura le temps de faire le tour de table, mais peut-être 2, 3, 4 personnes, de se présenter, juste dire votre nom, prénom et vos origines pour qu'on voit un petit peu la diversité des participants sur le réseau. Est-ce que quelqu'un veut commencer à se présenter? Peut-être que vous allumez votre caméra quand vous vous présentez. Moi, je veux bien commencer si tu veux, Stéphanie. Allez, Isabelle. Alors, bonjour à tous. Je suis Isabelle Robineau-Bertrand, je travaille aussi au CEREMA, mais j'y ai une fonction particulière. Je suis référente transition écologique et territoire et j'anime un réseau qui s'appelle le réseau TEDIF. Donc, je connais bien le réseau ISE puisqu'on a l'occasion d'échanger et de collaborer de temps en temps. Voilà, donc je trouvais cette réunion super pertinente justement pour tout ce qu'elle va nous apporter en termes de bonnes pratiques d'animation d'un réseau d'acteurs. Voilà. Exactement. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent juste en 2 minutes de dire d'où ils viennent et ce qui les motive dans la partie? Oui, Monsieur Le Goff, j'ai vu votre caméra. Lilian Le Goff, oui, donc je vous parle de Lorient et récemment, il y a à peu près un mois, nous avons eu l'occasion avec Anne-Marie Favreau de vous présenter la démarche de prévention sanitaire en lien avec l'environnement. Hein, en 2 mots, on a demandé à l'ARS un diagnostic local santé-environnement qu'on a obtenu en 2017. Là, actuellement, nous en sommes à la mise en œuvre de 2 plans d'action santé-environnement et préservation de la biodiversité, donc 2 plans complémentaires, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc ça représente sur le terrain, disons loco-régional, une mise en réseau, hein, obligatoire, sinon on ne peut rien faire. Bon. Et personnellement, bien avant, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'avais été à l'initiative de mise en réseau pour améliorer la qualité alimentaire en restauration collective. Et j'avais été en relation avec Montsouartou d'ailleurs qui, il y a 15 jours, nous a présenté leur démarche absolument remarquable parce que eux ont tenu le coup, si je puis dire. Moi, ce que j'avais mis en œuvre à Lorient, c'est-à-dire manger bio, intégralement bio, en restauration collective, sans surcoût, ça a marché une dizaine d'années. Hein. Mais il n'y a pas eu de relais parce qu'il faut faire de la formation continue, ce qui n'a pas eu lieu. Il y a eu des changements au niveau des leaders étudiants parce que c'est eux qui étaient demandeurs au départ. Au niveau du Crous et puis sur le plan politique aussi. Enfin bref, c'est pas simple du tout quand ce n'est pas institutionnalisé. Voilà, quand on parle de réseau, il faut aussi penser au réseau politique au sens noble, dirais-je, du terme. Et si c'est pas relayé par une volonté politique, on a beau se démener sur le terrain,
on n'est pas voué à l'échec, mais c'est extrêmement difficile. Je pense que ça fait partie du dossier, enfin de la Oui, thématique, d'accord, hein? ouais. Je pourrais pas rester jusqu'à la fin, donc je tiens à mettre l'accent tout de suite là-dessus. Donc OK. j'en dis pas plus, mais voilà. Donc les réseaux, effectivement, il faut, seul, on peut avoir de bonnes idées, on peut faire des choses, mais si on n'est pas relayé par un réseau et dans la durée, eh bien, on a du mal à transformer l'essai, hein. Je suis rugbyman aussi, voilà. C'est bien noté. Et Eh ben, oui, alors je tiens à dire que tout récemment, j'ai fait la connaissance de Célia Colombier, au cours d'une réunion de l'ASB, l'Alliance Santé en Biodiversité, qui regroupe notamment FE2, dont je fais partie, et la CEF, dont je fais partie aussi, des médecins. Et le thème, c'était faire le bilan d'actions de 2 années menées en faveur de One Health dans les territoires en plus. Moi, je suis très axé sur la territorialisation de la santé environnement, hein. Et voilà, Célia, on dira plus qu'un mot maintenant, hein, je pense. Voilà. merci beaucoup. Bah, c'est riche d'enseignements. On attaque directement, sur le fond, donc merci beaucoup. Vous avez un fan club. Il y a Cécile Caudron qui vous remercie pour ses interventions et je note que Cécile Caudron aussi nous disait qu'on avait parlé qualité de l'air intérieur. Effectivement, en lien avec la nouvelle réglementation. Est-ce que d'autres personnes veulent juste nous dire d'où ils viennent? Voilà, j'ai vu Karine Pontroué qui a allumé sa caméra, Valérie Janillon, donc vous comme vous voulez. Bah, Allez, je me Valérie. lance alors du coup. Bonjour à tous, Valérie Janignon. Je suis acousticienne de formation et je suis directrice adjointe de l'association Acousité. Alors Acousité, c'est une association qui accompagne des agglomérations dans la gestion du bruit dans l'environnement, donc particulièrement transport, acoustique urbaine. On accompagne une dizaine d'agglomérations. Et la particularité d'Acousité, c'est qu'elle a été créée à l'initiative d'un territoire, mais aussi de centres techniques et de recherche, dont le CEREMA, le CSTB, le NTPE et l'Université Gustave Eiffel, ce qui fait qu'on a effectivement déjà un réseau dans les membres fondateurs pluridisciplinaires qui nous permettent de développer des outils et des méthodes pour accompagner nos territoires partenaires. Voilà, je fais assez rapidement pour que tout le monde puisse dire un mot, mais d'où l'importance des réseaux et des pluridisciplinarités au sein des réseaux. Voilà, Merci des approches un beaucoup, peu Valérie. Oui, convergentes. on a déjà Je plein préciserai d'éléments, aussi que je fais partie sur du la Conseil création. national du bruit depuis cette mandature. D'accord. Conseil national du bruit. Merci. Merci. En attendant de régler les problèmes de son de madame Pontroué, est-ce que d'autres personnes, veulent se présenter? Moi, je veux bien, si vous m'entendez bien? Oui. Super. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jessica Lebris. Je suis, infirmière puéricultrice et je suis formée du coup, je me suis spécialisée sur la thématique de la santé environnementale. J'accompagne, sur les territoires, bretons et je commence aussi à essaimer du côté du 44, à accompagner du coup autant les enfants que, les adultes, parents, professionnels dans les crèches, les écoles, les MAM sur, les questions globales de santé environnementale. Voilà. Bah, merci beaucoup. Effectivement, on voit la diversité, des participants. Donc, rebonjour à tous. Je vais juste représenter nos intervenantes, pour ceux qui sont arrivés, un petit peu après le début. Donc Célia Colombet, qui va bientôt commencer, l'intervention sur le réseau ISO et l'approche systémique inspirante, en compagnie de Françoise Oeillard, qui vient de l'établissement intercommunal parisien, établissement intercommunal de la métropole du Grand Paris, qui rassemble 13 communes dans l'Est parisien et 520 000 habitants. Donc toutes les deux vont intervenir à deux voix aujourd'hui. Je vais leur laisser la parole. Est-ce que Célia, Françoise, est-ce que vous êtes prêtes? Je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps à préparer cette présentation. Et on va faire une présentation environ 20 minutes avec un échange à la fin, après votre temps de parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Super, vous m'entendez très bien. Oui. Merci beaucoup de nous avoir invités pour vous présenter le réseau et puis surtout nous donner l'opportunité d'échanger avec vous.
parce que c'est avant tout ça aussi ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Alors, quand on m'a demandé de venir présenter le réseau, je me suis dit que c'était beaucoup plus pertinent de le faire à 2 voix avec une adhérente. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait cette présentation à 2 voix. Donc, je suis Célia Colombier, j'ai déjà été présentée et donc, je suis chargée d'animation du réseau ISE. On va en effet faire une présentation en 2 temps. D'abord, je vais vous présenter le réseau et vous aurez l'opportunité de poser vraiment des questions. Et ensuite, il y aura une deuxième partie, donc sur vraiment les enseignements du réseau. Bon, beaucoup d'entre vous, d'après ce que j'ai pu voir, soit en font partie, soit avec qui on se connaît bien. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop redondant avec vous. On passera peut-être rapidement la première partie pour parler vraiment des enseignements du réseau. Alors, le réseau ISE, il a été créé dans le cadre du plan régional santé-environnement 3. Donc, c'était une fiche action. Donc, c'est un tout jeune réseau qui est né en 2019, qui est financé par l'Adréal francilienne, donc que nous, on appelle en Ile-de-France DRIEAT, et par l'Agence régionale de santé. La mission du réseau, c'est de rassembler les acteurs qui ont une activité en Ile-de-France, les acteurs de la santé et de l'environnement, afin de diversifier et d'intensifier les collaborations et puis valoriser leur activité. Donc, ce réseau-là, il n'a pas d'entité juridique propre. C'est vraiment une action qui est rattachée à l'Observatoire régional de santé Île-de-France. Donc, les ORS, vous en avez à peu près dans chaque région. Et en Île-de-France, on a la spécificité d'être rattaché à une agence d'urbanisme et d'aménagement qui s'appelle l'Institut Paris Région, qui est la grande agence d'urbanisme d'Île-de-France. Alors, pourquoi? D'abord, c'est assez intéressant de comprendre pourquoi l'ORS a été choisi pour piloter le réseau ISE. Parce que déjà, l'ORS a une expertise assez reconnue en santé-environnement qui commence à dater. Parce que c'est un acteur qui est au cœur de l'écosystème francilien, qui travaille déjà avec beaucoup de partenaires. Et puis parce qu'il se situe donc dans l'Institut Paris Région, qui est un organisme déjà pluridisciplinaire, on va dire par essence, puisqu'il y a différents départements qui rassemblent, qui s'occupent des thématiques urbanisme, aménagement, économie. Il y a également l'Agence régionale de la biodiversité au sein de cette institution. Donc déjà une richesse, on va dire, dans son environnement très proche. Alors le réseau aujourd'hui compte 142 membres, volontairement d'horizons très très variés, à la fois des organismes d'études, des équipes de recherche, donc vous les voyez apparaître à l'écran. Je vous ferai passer le PowerPoint à l'issue de la réunion, comme ça vous pourrez regarder tout ça tranquillement. Un certain nombre aussi de services publics, de services pour la plupart déconcentrés de l'État. Et puis, des acteurs vraiment propres de la santé traditionnelle, des acteurs de l'offre de soins, des représentants de professionnels de santé, comme le Conseil régional de l'Ordre des médecins, des mutuelles et puis des réseaux de santé franciliens, également ce qu'on appelle des communautés professionnelles territoriales de santé ou des groupements hospitaliers, et notamment la PHP avec qui on travaille beaucoup. Il y a également, donc évidemment, dans ce réseau des associations qui sont nombreuses. Donc, je reviens sur les intervenants de tout à l'heure. Le TEDIF, par exemple, en fait partie. Et puis, vous les voyez apparaître, donc de nombreuses associations qui, d'ailleurs, sont parfois des associations et souvent qui ont une activité à l'échelle nationale. Et puis, il y a également quelques sociétés, donc globalement, surtout des bureaux de conseil, des instituts de formation qui sont spécialisés en santé-environnement et un certain nombre d'adhérents aussi à titre individuel. Donc, d'ailleurs, Karine Ponrouet qui adhère au réseau ISE, mais au titre d'un collectif d'infirmières puéricultrices. Et puis là, vous voyez donc les adhésions individuelles. Globalement, c'est des professionnels de santé. Il y a aussi une journaliste et puis quelques chercheurs. Il y a également donc des collectivités, des communes, des départements, la région Île-de-France et puis quelques intercommunalités, dont Paris-Est, Marne-et-Bois, donc Françoise Heuillard.
Alors, je voulais vous faire une petite slide sur les moyens. Donc, on a 2 instances de gouvernance au sein du réseau. On a ce qu'on appelle le comité stratégique qui est composé de l'ORS et de nos financeurs, donc l'ARS et la DREAL francilienne, qui dresse les grandes orientations où là on discute ressources humaines, voilà, on discute en fait sur des orientations stratégiques, mais notre grosse instance de décision, c'est ce qu'on appelle le comité de pilotage, qui rassemble donc ces mêmes acteurs, donc l'ORS et puis les financeurs, et s'ajoute dans ce comité de pilotage des artisans du PRSE 3, donc ceux qui ont été à l'origine ceux qui ont piloté des groupes de travail, qui ont rédigé et pensé le PRSE 3, et puis également des membres volontaires du réseau, donc à qui on donne l'opportunité de participer. Donc en général, ils sont une petite dizaine. Et ils participent donc à cette réunion qui là pour le coup acte vraiment les décisions, les orientations, les actions qu'on va mettre en œuvre et qui revient sur également l'année passée et qui en fait un bilan. Donc le réseau, l'adhésion est gratuite. En 2023, c'est 130 000 € de budget. En 2022, c'était 2 équivalents temps plein. Donc moi, je suis en CDI sur le réseau. Et en général, depuis 2 ans maintenant, on a un CDD. Là, en 2023, on a eu une stagiaire. Et on devrait avoir, donc qui vient de quitter le réseau, et on devrait avoir un CDD en fin d'année. Je voulais vous mettre aussi un chiffre qui est assez important. Il y a 44% d'adhérents qu'on considère actifs. Alors, on appelle adhérent actif un adhérent qui participe à un groupe projet, donc un groupe de travail, ou est un adhérent qui est intervenu dans un événement ou qui a co-organisé un événement. Alors, les grands enjeux à l'agenda du réseau, il y a d'abord, on l'a abordé, Lilian Le Goff a abordé cet enjeu tout à l'heure, c'est l'idée de décliner le mot d'ordre une seule santé dans les territoires. Donc, une seule santé, il y a déjà eu un café des territoires sur le sujet, donc ça vous parle sûrement. Maintenant, ça reste une notion ça reste un mot d'ordre assez conceptuel, peu concret jusqu'à maintenant, et dans le réseau, on essaie de faire l'exercice d'imaginer ce que pourrait être une seule santé sur les territoires. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui nous anime depuis un moment. Il y a également l'enjeu de faire du professionnel de santé un acteur central de la santé-environnement. Donc pareil, comment donner les moyens d'agir aux professionnels de santé. Dernièrement, là, on est en train de finaliser un livre blanc qui reprend les enseignements du colloque 2022 qui était sur le sujet. Donc un livre blanc qui sera d'ailleurs en accès libre. Et puis, autre enjeu qui guide nos actions depuis le début, c'est favoriser la montée en compétence des acteurs du territoire et le partage d'informations. Là, par exemple, dernièrement, pour être concret, on a organisé toute une série de webinaires sur l'adaptation au changement climatique qui à la fois permettent à tous nos auditeurs, d'ailleurs bien au-delà du réseau, de monter en compétences et en expertise sur ce sujet de l'adaptation, et en même temps de découvrir des expériences qui, sur les territoires, répondent aux différents enjeux liés à l'adaptation au changement climatique. Et puis, un dernier axe, c'est faire remonter les besoins et les attentes des acteurs du territoire. Très concrètement, c'est donner la possibilité aux adhérents du réseau d'être très proactifs dans les concertations sur les politiques publiques locales et régionales, le PRSE. On nous sollicite aussi maintenant pour la construction de contrats locaux de santé, pour essayer d'imaginer l'intégration d'axes stratégiques santé-environnement dans ces contrats locaux de santé. Donc, voilà à peu près les enjeux à l'agenda du réseau. Alors maintenant, pourquoi adhérer au réseau ? D'abord, pour créer du lien avec d'autres acteurs franciliens ou des acteurs à échelle nationale qui ont une activité en Île-de-France. Ça, on le fait via nos événements. Notamment nos événements en présentiel, des ateliers de réflexion qui permettent d'échanger et puis d'imaginer des pistes d'action
des pistes d'action pour répondre aux enjeux. On a également, donc, comme Expertise Territoire, une plateforme en ligne avec de la ressource et avec la possibilité, avec une messagerie privée, la possibilité aussi d'interpeller, vraiment comme sur Expertise Territoire, des personnes donc, sur un mur public. Et puis, assez traditionnellement aussi, on fait de la mise en relation via l'équipe d'animation pour celles et ceux qui ne sont pas très plateformes. L'un des enjeux du réseau et ce que permet le réseau, c'est avoir accès plus facilement à de l'information et à des ressources qui sont partagées en ligne par des professionnels du secteur. Donc, il y a vraiment cette idée de venir nourrir une plateforme pour favoriser la montée en compétences et puis aussi l'outillage des membres du réseau. Donc, sur la plateforme qu'on a, on partage de la littérature scientifique, des ressources aussi pour sensibiliser les professionnels, des ressources pédagogiques pour le grand public que les professionnels et les adhérents du réseau peuvent utiliser en tant qu'acteurs relais de messages de prévention. On partage aussi des sites ressources, des événements qui sont accessibles en Île-de-France ou en ligne, et puis des formations qui existent, des offres aussi de financement, etc. La nouveauté, c'est qu'en 2024, on va passer aussi sur Expertise Territoire. On va créer une communauté ISE, donc pour plusieurs raisons, mais aussi justement pour créer du lien avec d'autres échelles et d'autres groupes au niveau national, pour inciter aussi les adhérents à rejoindre la communauté santé-environnement au niveau national. L'idée donc l'idée du réseau aussi, c'est de pouvoir partager plus facilement son expérience, faire connaître ses travaux, ses actions. Donc ça, on le fait beaucoup via nos événements qui donnent à voir des actions du réseau, mais pas que, aussi des actions de personnes qui agissent sur les territoires à échelle en France, sur d'autres territoires. Donc, on le fait via nos webinaires, via nos colloques. On a aussi, là, on a une photo d'un forum qu'on a organisé durant le colloque, donc qui donne la possibilité à chaque adhérent de présenter sa structure et de pouvoir échanger avec les participants au colloque. Et puis, on participe à des groupes nationaux. Donc là, j'ai pris une photo justement de l'événement dont parlait Lilian Le Goff tout à l'heure, qui est un événement qui nous a réunis mardi de l'Alliance Santé Biodiversité. Étant donné que le réseau ISE s'est pas mal mobilisé sur le sujet, comme j'ai pu le dire précédemment, on intervient aussi, on fait partie de groupes nationaux et on essaie de faire valoir ce que font nos adhérents et puis ce qu'on fait au sein du réseau ISE sur nos différents sujets. Non, c'est pas enfin, mais il y a aussi un autre axe qui est très intéressant, je crois, pour les adhérents, c'est de mobiliser l'écosystème pour faire avancer ces projets. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Le réseau Graines Île-de-France, donc pareil, vous avez à peu près des réseaux graines dans quasi toutes les régions, donc c'est un réseau d'éducation à l'environnement, a été missionné dans le cadre du PRSE pour créer des formations pilotes en santé-environnement. Le réseau Graines a l'habitude de faire des formations, c'est ce qu'il sait faire, des formations plutôt donc d'éducation à l'environnement. En revanche, en Île-de-France, il s'est encore peu positionné sur le sujet de la santé-environnement. Mais étant adhérent du réseau, il a donc pu solliciter des groupes de travail, créer un groupe de travail composé à la fois de membres du Graines et de membres du réseau ISE qui sont volontaires, donc que vous voyez affichés à l'écran, donc la Ville de Paris, la PHP, le WECF France par exemple, pour ne citer que, Airparif, qui sont venus apporter l'expertise santé-environnement que n'avait pas forcément le Graines et qui ont un intérêt eux aussi à participer à ce type de groupe de travail pour voir comment est-ce qu'on monte une formation. Donc c'est un échange, on va dire, c'est un échange aussi qui est gagnant-gagnant pour les deux, on va dire pour les deux grandes parties prenantes, et ça a donné lieu donc à des formations pilotes qui sont aujourd'hui en train d'être testées, ou certaines d'ailleurs ont déjà été testées, dans le but ensuite de les intégrer dans un plan de formation qui sera pérenne ou pas d'ailleurs si le test se révèle peu concluant. Donc, vous voyez, sur bienfaits de l'environnement sur la santé, les enjeux croisés des pollutions, précarité, gestion de l'environnement intérieur, etc. Et enfin, donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure, ce que permet le réseau et ce qu'on n'avait pas imaginé au début. Donc, ça, c'est assez intéressant.
c'est de participer à la construction des politiques publiques locales, étant donné qu'on commence à être un groupe assez important, que ça donne la possibilité aussi à des adhérents qui n'ont pas forcément la possibilité de participer à des concertations parce que ne sont pas identifiés comme étant gros acteurs, de pouvoir se rassembler avec d'autres acteurs pour fournir des propositions via des groupes de travail, entre autres, pour fournir des propositions pour les politiques publiques locales. Et puis maintenant, de manière assez coutumière, on est appelé dans les concertations directement pour participer au groupe de travail, etc. Là, j'ai mis l'exemple d'une seule santé pour vous montrer un peu l'évolution de la saisie de cette thématique dans le réseau. On a commencé par un colloque santé-biodiversité parce que l'ORS s'intéressait au sujet. Ce sujet c'était pendant le Covid en plus, mais c'était un pur hasard. Enfin, on avait déjà choisi ce sujet-là avant le Covid. Et puis, finalement, donc, on est passé de santé-biodiversité à une approche plus large lors du colloque suivant. Une seule santé à l'échelle du territoire. On a également publié un focus, donc une sélection de ressources sur le sujet avec Promo Santé Île-de-France. Et ensuite, nos financeurs nous ont demandé de réfléchir à des actions Une seule santé lors de l'année 2022 en prévision du PRSE4. Donc, on a monté des groupes de travail pour imaginer un AMI, cohabiter avec la nature pour une meilleure santé, et un autre groupe de travail pour imaginer comment développer des outils qui facilitent la mise en œuvre de démarches territoriales de santé, une seule santé. Ça a donné lieu à des livrables qu'on a donnés aux financeurs, aux pilotes du PRSE4, et qui s'en sont d'ailleurs plus ou moins saisis pour la rédaction du PRSE et la concertation du PRSE. Voilà pour la présentation du réseau. Avant de passer aux enseignements, vous avez peut-être déjà des questions pour que je précise le fonctionnement. Il y a des réactions, pas forcément de questions. Oui, j'avais levé la main, bonjour. Ah, pardon. Bonjour. Audrey Beaune, je suis coordinatrice santé d'un contrat local de santé de la deuxième ville d'Isère, Saint-Marc-en-Der, environ 40 000 habitants. Je suis particulièrement intéressée à ce que vous annoncez en tant que réseau qui puisse participer à la construction des politiques publiques. Et je voulais savoir si vous avez l'équivalent ailleurs en France et plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, région dont je dépends. Alors, il y a des initiatives un peu similaires qui sont en train de naître ou qui sont déjà en place dans d'autres régions, qui se matérialisent aussi pas mal, davantage comme des centres de ressources, mais qui, j'imagine, participent aussi de manière indirecte ou pas à des politiques publiques. En aura, je ne sais pas. Je n'en ai pas forcément connaissance, même s'il y a des sites assez actifs dont je me sers d'ailleurs pour la veille que je fais pour le réseau. Peut-être que Stéphanie, tu as une réponse. Alors, j'ai pas de réponse spécifiquement sur Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a peut-être d'autres participants qui pourront s'exprimer sur le sujet, mais effectivement, il y a des outils de transmission d'informations au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, la coordination, c'est dans le cadre du PRSE, mais il n'y a pas d'outils aussi développés comme ISE, qui est exemplaire au niveau national. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant aussi, c'est pour donner des idées aux autres régions de structurer des réseaux aussi organisés et avec une capacité de mener des projets qui nous semblait exemplaire. Ok, parce qu'on a effectivement le GREN, mais qui travaille plus, comme vous le disiez, à l'éducation en santé et environnement, mais qui n'est pas là sur la construction de projets. Je pense notamment à la thématique du One Health qui on le souhaiterait, puisse faire partie de notre prochain contrat local de santé. Et voilà, aujourd'hui, on est à la recherche de partenaires qui puissent nous aider à travailler à ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une association. Je regarde.
Oui, en effet, Madame Lebris, c'est vrai. Cette association était d'ailleurs intervenue au premier colloque du réseau. On essaie de faire aussi de l'interrégion. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs d'autres régions qui interviennent dans nos événements. Donc, oui, l'association sera, je conseille de les contacter. Je peux avoir d'ailleurs un contact direct, Madame Bonne, si ça vous intéresse. Oui, Très bien, je le note. Alors, il faut savoir aussi que tous nos travaux et notamment tous nos livrables sont en accès libre. Donc, typiquement, le livrable qu'on a fait sur CLS, CPTS, Une Seule Santé est accessible sur le site. Malheureusement, pas malheureusement, mais étant un sujet compliqué aujourd'hui, c'est comment dire, la démarche est écrite, mais pour le moment encore pas assez opérationnelle à notre goût. En tout cas, pour être facilement réutilisable dans d'autres régions, même si vous allez avoir plein d'idées, notamment des acteurs à solliciter, des enjeux à prioriser dans ce CLS CPTS. Donc vraiment, je vous invite à aller voir notre site pour découvrir ce livrable. Il y a même un événement en replay qui présente les travaux qu'on a fait sur le sujet. Et on va en 2023 mener une expérimentation pilote avec un CLS ou une CPTS. On n'arrive pas encore à trancher sur quel dispositif territorial est le plus pertinent, ou en tout cas facile peut-être pour développer Une Seule Santé. Mais voilà, donc on aura des retours d'expérience très prochainement, concrets sur un territoire. Si je peux me permettre, je rejoins monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur Le Goff, qui faisait un commentaire tout à l'heure en disant qu'être acteur dans cet environnement, ce n'est pas que réservé aux professionnels de santé. Et du coup, je trouve qu'aller vers la CPTS, ça serait axé professionnels de santé, alors que les CLS permettent vraiment d'avoir à la fois du sanitaire, du social, mais aussi bien d'autres types d'acteurs du territoire. Et je pense que, voilà, moi, pour être acteur de terrain, je trouve que ça serait probablement plus riche de travailler sur un dispositif tel que le CLS plutôt que CPTS. Oui, justement, merci de votre intervention, madame. Je voulais faire une remarque très pratique et qui part du vécu, hein. C'est déjà en marche sur le territoire, en tout cas en Bretagne, et avec l'Orient Agglomération, tout en précisant qu'au niveau régional, il n'y a pas une démarche comparable à ce que vous avez présenté. Et j'aimerais bien qu'en Bretagne, au niveau régional, on se mobilise comme vous le faites en Île-de-France, hein. Alors que certains territoires, eux, sont engagés et se trouvent un peu isolés par rapport à la région, justement, vous voyez? Alors, par contre, vous, au niveau régional, vous avez une prise de conscience déjà assez acérée, et si je puis dire, par rapport à d'autres endroits. Mais pour mieux mobiliser les territoires, parce qu'une région est constituée de territoires, d'un maillage de PCI, parce que il faut partir de l'existant, de l'organisation institutionnelle, et celle-ci se repose sur les EPCI, et c'est une bonne échelle. On en a parlé il y a 2-3 jours au cours de notre séminaire, hein, auquel vous participiez. On a beaucoup réfléchi à quelle est l'échelle pertinente pour territorialiser la santé-environnement. Donc à la fois utiliser l'existence institutionnelle. Deuxièmement, l'échelle doit pas être trop vaste, parce que tel facteur de risque qui sévit à tel endroit, c'est pas forcément celui qui sévit à 50 km de là, vous voyez. Bon, donc de ce point de vue-là, c'est pertinent d'être à l'échelle d'un EPCI qui en général regroupe 20-30 communes, d'accord. Et alors là, dans chaque EPCI, et j'en viens donc à la proposition qui est du vécu, il existe des CTS, des conférences, des conseils territoriaux de santé. Ça a changé de nom, donc je m'y perds un peu. Je crois que c'est conseil maintenant de territoire territorial de santé. Et là, ça regroupe justement beaucoup de professionnels de santé, mais pas que. Et notamment, moi, j'y ai siégé pendant plusieurs années à celui de Lorient Agglo, qui est l'EPCI, hein, de Lorient. Agglo, c'est une trentaine de communes, justement. Et là, quand j'ai débarqué dans ce milieu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de professionnels, beaucoup d'hospitaliers, notamment, et puis qui se bagarraient pour avoir des crédits pour ceci et cela, enfin, pour avoir un scanner de plus, vous voyez. Donc, c'était uniquement, quasiment, on parlait d'offres de santé. D'offres de soins plutôt. La prévention était vraiment pas du tout à l'ordre du jour, et encore moins la prévention sanitaire en relation avec l'environnement.
pas du tout. Et néanmoins, c'est par l'intermédiaire du CTS qu'on a obtenu, que j'ai réussi à labourer le terrain pour obtenir, faire une demande officielle pour l'agglo à l'ARS de Bretagne pour obtenir un diagnostic. C'est comme ça que ça a démarré. Et ça s'est fait au sein du CTS. Donc je pense que là, c'est un lieu privilégié où il y a beaucoup de professionnels à sensibiliser à la santé environnement, mais il y a aussi des représentants dits de la société civile. Et là, moi, je représentais pas du tout le corps médical, mais le milieu nature-environnement, hein, de Bretagne vivante et de Rivière de Bretagne. Hein, vous voyez, c'est très précis. Et puis il y avait d'autres gens d'associations représentant du social, de ceci ou cela. Bon, et là c'est un lieu où justement toute la société, y compris évidemment les professionnels de santé, sont représentés. Et s'ils sont sensibilisés à la prévention One Health, à ce moment-là, on peut vraiment appliquer une prévention sanitaire liée à l'environnement. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on reste en contact parce que si vous arrivez, vous, au niveau de la région, à sensibiliser vos EPCI, dans d'autres régions, notamment chez moi en Bretagne, ça nous aidera à mieux convaincre notre région. Avec plaisir. Voilà, merci. Je vous en prie. Merci Célia. On poursuit ou peut-être? Allez. Je vais bientôt vous quitter d'ailleurs, hein. Désolé. Très bien. Mais voilà, mais c'est bien si on reste en contact. Hein. Allez. Très bien. Et bel été à tout le monde. Alors oui, donc je vous propose de passer aux enseignements du réseau parce que c'est sûrement en plus ça qui vous intéresse le plus et puis nous on aimerait bien avoir votre retour aussi là-dessus. On va parler de 4 points avec donc Françoise Heuillard, adhérente du réseau. D'une part, vous présenter un peu nos réflexions sur le réseau, un cadre propice à l'expérimentation. Sur le réseau comme aussi un apprentissage de la transversalité. Hein, et je tiens au mot apprentissage parce que ce n'est pas inné dans le fonctionnement de l'action publique en France, la transversalité. Et puis le réseau, une pluralité de profils et d'expertise, donc ce que ça peut nous apporter, ce que ça apporte. Et puis les limites du réseau, échanger avec vous en ouverture sur comment créer du lien à l'échelle nationale. C'est ce qui m'intéressait un peu quand on m'a proposé d'intervenir dans le Café des territoires, c'était aussi de voir comment est-ce qu'on peut créer du lien entre nous qui sommes sur des territoires différents. Alors, Françoise, tu es avec moi? Oui, je suis là. Super. Donc, du coup, le réseau, un cadre propice à l'expérimentation. Je vous laisse intervenir, Françoise, sur vos besoins, sur vos besoins initiaux, ce que vous avez pu trouver aussi grâce au réseau. Oui. Alors bon, je voulais d'abord signaler que en réalité, je participais aussi au réseau TEDIF et que en fait, je trouve dans la pratique que ISE et TEDIF sont relativement complémentaires, puisqu'il y en a un qui est santé environnementale et l'autre qui est plutôt projet développement durable et transition écologique. Donc la complémentarité est pour moi évidente. Parce que bon, je suis chargée de mission développement durable et transition écologique et j'ai adhéré au réseau en fait en référence à notre projet territorial qui est un projet d'adaptation et de résilience fondé sur des solutions nature et en particulier nous avons un scénario biodiversité bien-être. Donc en fait, j'avais besoin de penser autrement, d'être décentrée par rapport à une expertise technique, et puis de travailler sur une thématique élargie, donc d'avoir des liens entre les différentes composantes. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé que dans les fonctionnements de collectivité, c'est quelque chose qui manquait beaucoup. On a toujours tendance à travailler en silo et il y a une cassure, j'allais dire brutale, entre les services qui s'occupent hygiène, salubrité, etc. et les services dits techniques. Et en fait, au fil des rencontres et échanges au sein du réseau ISE, j'ai bénéficié finalement d'une acculturation, d'une incitation partagée à se départir
des réponses habituelles, on va dire, hein. Du coup, ça permet de mieux apprécier les interactions parce que je tiens à avoir une démarche globale des problématiques sur lesquelles je dois travailler. Donc, ça permet effectivement de prendre conscience, j'allais dire, sur le vif des interactions possibles. Et du coup, ça permet de réfléchir ou de proposer des solutions pour des stratégies plus globales, en fait. Voilà un peu le bilan de mes rencontres jusqu'ici avec le réseau ISEE. Merci. Alors, je compléterai par 2 points. D'une part, l'importance du droit à l'erreur, dans le sens où j'insiste beaucoup quand on organise des événements sur le fait qu'il faut parler des freins, beaucoup, qu'il faut parler des raisons pour lesquelles telle ou telle action a plus ou moins bien fonctionné, et que c'est important finalement d'apprendre des erreurs des autres, ou qui ne sont pas forcément des erreurs d'ailleurs, mais des difficultés rencontrées pour dépasser les siennes. Bien comprendre aussi qu'on ne peut pas reproduire à l'identique une action qui a bien marché sur un territoire et sur un autre territoire. Donc, je pense aussi que le réseau a vocation à partager les expérimentations et les partager avec un regard critique pour pouvoir faire avancer. Deuxième chose aussi, ce que je voudrais souligner, c'est que donc nous, on est quand même financé par des institutions qui sont assez verticales, qui ont du mal à gérer justement la transversalité. Hein. Je pense à l'ARS, je pense à l'Adréal, qui finalement n'ont pas l'habitude d'avoir des méthodes de travail un peu nouvelles, d'intelligence collective, etc. Et que finalement, elles ont identifié le réseau comme étant une structure qui, en interne, a les moyens de travailler autrement. Et donc, on est sollicité pour certains projets, de s'intéresser à certains projets, aussi parce qu'on a ces méthodes de travail différentes, éloignées des leurs, qui sont un peu difficiles pour eux à mettre en place en interne. Donc, voilà pour le premier enseignement autour de l'expérimentation. Deuxième chose qu'on voulait aborder avec vous, c'est le réseau comme l'apprentissage de la transversalité. J'ai bien aimé quand on a préparé l'événement, Françoise nous a dit avec Stéphanie, même si on a des réussites de projets sur les territoires, sur nos actions, il est très rare d'avoir des réussites de gouvernance. D'arriver à avoir, comme j'ai pu le dire précédemment, des méthodes de travail un peu nouvelles, une association d'acteurs nouvelle. Et donc voilà, Françoise, si vous voulez rebondir sur ce sujet. Oui, alors justement, par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu aussi ce que j'attends du réseau, enfin ce que je souhaite pratiquer au sein du réseau, c'est une transversalité. Alors au départ, moi ce que j'ai pu constater, c'est que même si au départ la thématique était très orientée professionnelle de santé, en fait, il suffit de solliciter pour ouvrir. Et donc, c'est aussi quand même un réseau où il y a une liberté de parole, si je puis dire, par rapport à la façon dont on peut réorienter les questions posées et peser sur l'argumentation des collègues qui sont des collègues réseau et non pas des collègues silos du coup. Donc, et ce que pour ma part, dans ma pratique professionnelle, je compte beaucoup sur le réseau pour travailler les marges des projets.
Parce qu'en réalité, très souvent, on utilise des techniques pour mener à bien un projet. On est en mode projet, mais le mode projet, en fait, c'est quelque chose d'assez linéaire. Hein, on fait un diagnostic, on monte un truc et on le réalise. Donc, en réalité, il y a une certaine étanchéité avec ce qui ne fait pas partie du projet. Et souvent, ce qui fait friction dans un projet, ce sont les marges. Et je trouve que il y a, dans ma pratique, en tout cas, il y a beaucoup de leviers qui sont aux marges des projets. Et je trouve que le réseau me permet, dans le domaine de santé-environnement, de pratiquer ces marges. Il y a ça. Donc, en fait, c'est ce que disait Célia aussi, c'est de se poser la question de la contextualisation d'un objectif. On a des objectifs qui sont très globaux, qui sont déclinés par les différentes structures et la hiérarchie des territoires. Mais en fait, il faut bien arriver à faire peser le contexte dans les choix que l'on propose. Et je trouve que c'est un moyen aussi que le réseau permet de relayer ces contextes de proximité par rapport à des enjeux plus vastes, comme des enjeux régionaux, voire des enjeux d'État. Et moi, je voulais rebondir un peu sur les questions que pose Monsieur Le Goff, parce que justement, moi, je suis collectivité et j'utilise lâchement le réseau ISE pour faire remonter comment dire, les collectivités. Les collectivités doivent être considérées comme un acteur important de santé environnementale, essentiellement sur le long terme, hein, sur la gestion et le développement territorial. Il y a quand même des enjeux très très lourds avec l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Et c'est aussi un moyen de faire, de souligner l'apport des collectivités dans ce genre de thématiques. Et pour ma part, moi, le réseau m'a permis d'intégrer dans les projets du territoire des partenaires que je n'avais jamais rencontrés ailleurs. Donc, en particulier sur les problématiques de cohabitation interspécifique, les problèmes de maladies vectorielles, etc., etc. C'est vraiment un apport que moi j'ai trouvé assez novateur. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Françoise, parce que ça me permet de rebondir sur les événements du réseau et justement quelque chose qui est apprécié et qu'on voit dans les bilans, dans les retours des questionnaires de satisfaction, c'est que nos webinaires, ils essaient d'avoir un regard assez croisé pour essayer d'avoir une approche un peu multidimensionnelle, c'est-à-dire, je vous prends un exemple très concret, vous pouvez d'ailleurs aller voir si vous ne l'avez pas vu le replay. On a fait un webinaire sur la chenille processionnaire. Autour de la table, il y avait une épidémiologiste, une vétérinaire, et il y avait 2 entomologistes, un opérateur qui est la Fredon, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, et une collectivité qui a mis en place un plan sur sa commune. Donc c'est aussi justement, on essaie justement d'avoir ce regard un peu multidimensionnel, d'aborder à la fois l'impact sur la santé humaine, la santé animale, et puis sur le fonctionnement des écosystèmes. Voilà. Alors, je vois que le temps file. Le réseau, donc on a parlé de l'expérimentation, on a parlé de la transversalité. Et le réseau, c'est aussi une pluralité de profils et d'expertise. Alors, justement, nos productions, vous l'aurez un peu compris, elles sont le fruit de regroupements d'acteurs un peu inédits autour de la table. Je pense particulièrement au guide sur la qualité de l'air intérieur qu'on a créé au sein du réseau à partir d'un groupe de travail constitué de médecins, de CMEI, de
chargés d'études santé-environnement qui connaissaient très bien le sujet, de mutuelles, donc, qui ont fourni un guide assez complet, du coup, puisque issu de compétences assez variées. Et ce guide, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, il est à l'intention des professionnels de santé pour qu'ils puissent aborder les enjeux de qualité de l'air intérieur dans leur consultation. Un autre point qui me semble intéressant, c'est qu'au sein du réseau, on a des rôles différents. Les adhérents ont des rôles différents, c'est-à-dire qu'à la fois, ils peuvent être le public cible d'une action ou d'un outil, et à la fois, ils peuvent participer à des projets comme étant experts. Je m'explique. L'ORS a sollicité le réseau pour avoir un retour sur un outil cartographique que l'ORS était en train de mettre en place, un outil cartographique qui est à destination des EPCI, qui est à destination des collectivités, donc qui donne accès à des données de santé et environnement sur les territoires à l'échelle de l'EPCI. On a donc fait appel à des collectivités du réseau pour savoir si ça répondait bien à leurs besoins, à leurs attentes, pour pouvoir réorienter l'outil si ce n'était pas le cas. Et puis, dans d'autres projets, on a des collectivités qui interviennent comme étant expertes. Je pense à notre groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens. Certaines collectivités étaient très avancées sur le sujet, avaient mis en place des actions et elles intervenaient en tant qu'experts pour dire voilà comment est-ce qu'on peut faire. Donc, on peut avoir aussi dans certains groupes une position, on va dire, d'expert, un peu, même si j'aime pas trop ce mot, en tout cas de chef de file, et puis sur d'autres, on peut être simplement aussi le public cible d'une action et donner son avis sur un projet qui est fait pour nous, entre guillemets. Une autre chose qui était intéressante aussi, qu'on n'avait pas forcément au début envisagé, c'est qu'en fait, le réseau, parfois, il permet de faciliter la transversalité en interne. Par exemple, l'AP-HP ou la ville de Paris, c'est des gros, c'est des monstres, c'est des énormes structures avec beaucoup de personnel, et finalement, ils ont du mal, des fois, entre services à dialoguer, et puis au sein du réseau, ils se retrouvent ensemble parce qu'on est allé chercher telle compétence dans tel service et telle compétence dans un autre service, et du coup ça a facilité finalement aussi le développement de groupes de travail en interne. Je pense à la PHP qui a développé en parallèle de sa mobilisation dans le réseau le groupe de travail santé-environnement. Voilà, peut-être je te laisse compléter, Françoise. Oui, en fait, ça va compléter ce que j'ai déjà un peu dit, c'est qu'en fait, dans le réseau, on a la possibilité d'ouvrir les thématiques de la santé aux techniciens du développement durable, de la biodiversité et de l'urbanisme aménagement, parce que il y a quand même quelque chose, je veux dire, moi, à chaque fois que j'interviens dans le réseau, c'est vrai que j'interviens en faisant référence aux solutions, aux participations à la construction de solutions concernant des nuisances air-bruit, les îlots de chaleur, les pollutions, la gestion d'espèces invasives à risque sanitaire, des choses comme ça, où en fait l'organisation de la ville, que ce soit une organisation spatiale ou une organisation de gestion, participe largement à la réduction des problèmes. Et c'est vrai qu'en Île-de-France, où on est très confronté, bon, je dis en Île-de-France parce que je connais pas forcément bien les autres régions à ce sujet. On est souvent confronté à des injonctions qui sont très, très contradictoires, et du coup, c'est quand même pas mal les documents de planification qui vont arbitrer les choses. Et les documents de planification, ce sont les collectivités. Et ça, c'est un facteur qui est important et qui est pris en compte dans le réseau. Alors, excusez-moi d'intervenir là, Marc Meyer, moi je suis directeur délégué environnement risque et
au CEREMA 113, donc je suis un peu le local de l'étape sur ces sujets. Je ne sais pas si Stéphanie est encore avec nous ou pas, mais elle nous avait annoncé qu'elle devait nous quitter. Oui, je suis Voilà. encore là pour quelques minutes. Ça marche. Vas-y, Marc. Oui, donc je me permettais juste d'intervenir en vous disant que franchement, donc, je trouve très intéressant ce témoignage de l'écosystème de la grande région parisienne, on va dire ça comme ça, en matière de santé environnement et, donc, et des réseaux qui contribuent à son développement et son animation. Je pense que c'est intéressant de voir que finalement, comme le sujet, chaque territoire est assez divers et varié. Il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître, à partager entre nous tous. Donc c'est très éclairant. Je pense que d'une manière générale, on peut aussi inciter tous les acteurs à aller prospecter effectivement dans leur propre territoire pour voir toutes les initiatives locales, parce que le vrai sujet, c'est de se mettre tous en connexion, quoi. C'est bien tous se connecter, parce qu'on est beaucoup à agir sur tous ces sujets. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'initiatives, des observatoires, vous allez en trouver vraiment, je pense, partout, dans tous les territoires. En Aura, vous savez qu'il y a un observatoire régional de santé qui est porté par l'ORS, où tous les déterminants de la santé sont qualifiés avec des indicateurs. Il y a des cartographies qui sont en train de se développer. Il y a des portraits de territoire qui existent. Vous avez un observatoire régional harmonisé des nuisances environnementales. Donc voilà. Donc sur Île-de-France, je vois qu'il y a beaucoup de choses aussi. Donc je pense que la matière existe. Donc oui, effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut être au courant, où est-ce qu'on peut aller la chercher. Les réseaux sont importants pour être connectés les uns avec les autres. En tout cas, il faut vraiment le faire et y aller. Je ne sais pas si on peut peut-être essayer de poursuivre, reprendre quelques questions, puis après, il faudra peut-être qu'on arrête ce café, puisque voilà, on arrive à l'heure un peu de fin habituelle de ces cafés.